terrible en même temps. Il dit, le colonel Beck croyait avoir prouvé une habileté suprême en dégageant son pays des raies de la politique genevoise pour en confier la sauvegarde au jeu des passions explosives du grand démolisseur des temps présents, à savoir Hitler. Il dit, voilà, le colonel Beck, il va vraiment à la catastrophe parce qu'il croit rouler Hitler. Il croit qu'on peut financer, comme dirait l'autre, avec Hitler, mais non, il va se faire avoir, il le dit clairement. Hein. Il se croit intelligent, mais il est en train d'entraîner son pays dans la perte, et puis aussi les autres puissances de l'Europe de l'Est dont il n'a aucun souci. Et d'ailleurs, il dit, les accords de Munich ont profité à d'autres, à certains, et notamment à la Pologne, qui essaie de récupérer quelques territoires, Teschen en particulier. Et il dit, nous, Romains, on n'a pas essayé de tirer profit de cette catastrophe. Il est très déçu par l'attitude de la Pologne, parce qu'il y avait un lien fort qui pouvait être créé. Il va en Hongrie. Il rencontre Hitler. Lorsqu'il rencontrera Hitler, Hitler va lui... Alors, il raconte tout ça, c'est extraordinaire aussi, j'ai pas le temps de lire, mais c'est extraordinaire. C'est la manière dont il définit Hitler, hein, c'est assez extraordinaire. Donc, il rencontre Hitler, et Hitler lui rappelle l'obstination avec laquelle Hongrois et Polonais voulaient se partager l'Ukraine subcarpatique pour avoir une frontière commune. Et il dit à Gafencu, vous étiez opposé à ce projet, nous l'étions également. Mais je ne voulais pas demeurer dans un rôle ingrat, c'est extraordinaire, et je finis par céder aux demandes instances des Hongrois. Voilà, donc il laisse les Hongrois qui étaient fascistes, effectivement. Ça, c'est terrible. C'est-à-dire qu'il comprend que Hitler ne fera rien pour aller dans le sens de ceux qui veulent dépecer l'Europe. En fait. Voilà. Peut-être un petit peu plus fort. Je me demande si on entend bien vers l'arrière de la salle. Un petit peu plus fort. Donc, la Hongrie, vous savez, va récupérer le nord de la Transylvanie. La Bulgarie, là aussi, il est extrêmement déçu. Gafencu rencontre l'ambassadeur de Bulgarie, M. Christophe, en Turquie, parce qu'il y avait une réunion internationale. Il le rencontre. Et là aussi, il escomptait une solidarité, une conscience commune du danger. Et la Roumanie, il dit, voilà, mon plan, c'est, vous nous donnez la Dobroudja, la Yougoslavie nous donne Tsaribrod et une partie de la Macédoine, et la Grèce nous donne la Thrace occidentale. Il dit, mais est-ce que c'est le moment de se partager comme ça des bouts de pays? Donc très déçu par la Bulgarie. Alors que faire? Les États balkaniques, ultime espoir. Ultime espoir. La Yougoslavie, il estimait beaucoup la Yougoslavie. Malheureusement, il dit que c'est un maillon faible qui est victime du syndrome tchèque, parce qu'après l'annexion de la Tchéquie, une partie de la Tchéquie, tout le monde a peur. Et donc l'homme de confiance du prince Paul, Markovitch, ne peut rien entendre de la suggestion de Gafencu de garder des liens étroits avec les puissances d'Occident. Parce que Gafencu, il dit, il faut qu'on garde des liens avec l'Occident. Sinon, on va à la catastrophe. Et qu'est-ce que lui répond donc l'homme de confiance du prince? Chacun doit songer avant tout à son propre salut. Donc c'est en fait comme ça que Hitler va réussir à dépecer l'Europe. Chacun ne voit que son propre salut. Et la conviction pro-européenne de Gafencu, elle est renforcée à ce moment-là. Il dit, mais c'est pas possible. Seuls, nous sommes faibles et nous n'arriverons pas à nous en sortir. Et il avait été d'ailleurs très réconforté par sa visite à Churchill. Bon, la France, il connaît bien les Français, ils ont combattu ensemble en 14-18, il connaît le personnel politique, mais il a été
très impressionné par Churchill. Et bon, je n'ai pas cité, mais voici ce que dit... Churchill dit, le combat, il est idéologique. C'est le nazisme contre le nazisme fasciste contre la démocratie. C'est ça l'enjeu. Il dit clairement. Et il lui dit, une civilisation n'est-elle pas en somme l'expression formelle que tous les hommes ont su donner en certaines époques à leur idéal de liberté? Elle contient non seulement des réalisations d'ordre politique et juridique, mais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, des valeurs pour permettre à l'individu de se libérer des chaînes qui pèsent sur lui dans le domaine de la pensée et de la foi. Voilà. Et pour Gafenko, ce qui est en cause, ce sont les valeurs essentielles de la civilisation européenne. Il a vu un grand monsieur dans Churchill, et il a vu un démagogue dans Hitler. Et il dit cette phrase sur Hitler que je trouve très bien. Il dit Hitler, il n'a pas de pensée personnelle, mais il est le porte-parole de la foule. Il était l'homme-foule, l'homme-foule, destiné à unir 1000 sources d'idées médiocres et souvent vulgaires en un torrent irréversible. Je trouve que c'est une excellente définition de Hitler. D'ailleurs, une anecdote qui est très drôle, dire qu'à un moment, donc il va en Allemagne, et puis c'est les 50 ans d'Hitler. Donc il y a une fête nationale, etc. Et puis il est là à ce moment-là, par hasard, et on lui dit, mais monsieur le ministre, il faut assister à la cérémonie, etc. Alors il voit tout de suite l'image. Hein. Voilà. Il dit non, au dernier moment on va le chercher, et il simule une crise de foi, parce qu'il était de santé fragile, il simule une crise de foi, il dit non, je ne peux pas y aller. Et donc il a été obligé d'y aller, mais tardivement, de telle sorte que le protocole ne puisse pas le mettre à côté d'Hitler. Donc il était avec quelques autres chefs d'État sur le côté. Bon, c'est un anti-nazi, hein. C'est un anti-nazi très clairement. Donc, la Yougoslavie, voilà, donc chacun doit veiller à son compte. La Turquie aurait pu jouer un jeu important, effectivement. D'ailleurs, pour lui, c'était le pays le plus à même de résister au fatalisme. Hein. Et donc, seule la Turquie entendait s'allier avec la Roumanie pour tenter de créer un groupement en vue de créer une résistance commune, ça c'est son expression, aux tendances d'hégémonie menaçant l'indépendance et la sécurité de la Turquie et de la Roumanie. Mais ce n'est pas possible, parce que la guerre arrive, et sa conclusion, elle est terrible aussi à l'égard des puissances d'Europe centrale et de l'Est. Il était évident que grands et petits États, nous nous étions laissés dépasser par les événements. Et nous sommes laissés dépasser par les événements. Et oui, c'est ça aussi. C'est pour ça que c'est quelqu'un de très lucide. Il fait vraiment œuvre d'historien, pas de militant seulement de politique, mais œuvre d'historien. Historien du temps présent, bien sûr. Et c'est à ce moment-là qu'il dit, mais il faudrait une union fédérale. Et ça, j'ai trouvé ça dans un livre qui était publié en Suisse, justement, pendant la Deuxième Guerre mondiale. En Suisse se développent les mouvements européanistes, hein, dont j'ai parlé dans mon bouquin qui s'appelle L'affaire suisse, justement. Et dans Henri Freinet de Résistance à l'Europe. Et c'est Raymond Silva, qui est un Français exilé là-bas, journaliste, grand journaliste, écrivain, qui le rencontre. Hein. Et donc ça, c'est tiré d'un texte de 1944. Hein, vous voyez, c'est pas... Et il dit voilà, ça m'intéresse la vision de Gafenko. Ça m'intéresse, dit-il, Raymond Silva. Et voici ce que lui a dit Gafenko. Seul un changement profond de la structure même de leur entente, c'est-à-dire la transformation de leur alliance en un bloc, en une unité supérieure, en une fédération d'États, aurait permis aux États balkaniques de préserver leur individualité nationale et de représenter au milieu des forces géantes qui s'entrechoquaient un facteur indépendant de résistance et d'équilibre. C'est là que naît sa conscience européaniste. Et ça, c'est quelqu'un qui le rapporte, qui vit à côté de lui à Genève. Enfin, et je terminerai donc pour l'avant-guerre, le pacte germano-soviétique, qui est un drame, bien sûr, deux menaces se coalisent pour la Roumanie. Deux menaces. Avant, il y en a eu, il y avait toujours l'autre, tu me diras, mais voilà, c'est deux menaces qui se coalisent. Oui, l'URSS à ce moment-là reprend en fait la trame de la géopolitique russe. C'est-à-dire l'accès aux mers chaudes, et puis au
pays baltes. Hein. Donc, c'est la peste et le choléra, hein, le nazisme et l'URSS, mais ils s'entendent sur un plan non pas idéologique, mais géopolitique. Voilà. Hein. Staline a repris les grandes lignes géopolitiques de la Russie tsariste, hein, et Poutine fait pareil aujourd'hui, d'une certaine manière. Hein. Et des tendances lourdes. C'est ça que le regard de l'historien peut permettre de mettre en valeur. C'est les tendances lourdes de l'histoire. Nous, on n'est pas là pour dire que oui, c'est le passé qui est important. Non, le passé, il est toujours vivant. Il est toujours là. On ne le sait pas. Et il est là. Et si on ne met pas nos problèmes actuels dans une dynamique longue, dans une longue perspective, on ne comprend rien. Mais nous, on peut, les géopoliticiens, les historiens peuvent très bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'ils ont une profondeur de perspective. Donc la Russie, ben voilà, elle récupère les pays baltes, elle fait tout ça, et puis elle récupère bien sûr Bessarabie, une partie de la Bucovine. Et c'est à ce moment-là, bien sûr, que la Roumanie est un peu obligée. Alors là aussi, il ne faut pas juger, c'est difficile de juger, mais là, la réalité est là. Hein, on est entre le marteau et l'enclume. Eh bien, on pense s'en sortir avec une collaboration avec le Reich. Et qu'est-ce que dit Hitler? De nouveau, il dit, il faut d'abord vous entendre avec la Hongrie et la Bulgarie. Hein, voilà, vous entendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire accepter de perdre donc 34% du territoire roumain et 34% de la population roumaine. Voilà le résultat. Alors bien sûr que c'est compliqué, certes le général Antonescu obtient les pleins pouvoirs, il signe le pacte tripartite pensant pouvoir assurer un minimum de stabilité à la Roumanie. Et donc tout ça est relaté dans le deuxième livre de Gafencu, toujours publié en Suisse, qui s'appelle Préliminaire de la guerre à l'Est, et qui est le premier livre sérieux sur justement le pacte germano-soviétique, la rupture et tous ces concepts. Alors qu'est-ce qu'il dit? Je serai bref là-dessus. Bon, je résume son livre en quelques pages. Voilà. Il dit qu'en fait, les raisons du pacte de Moscou, il dit que l'URSS s'est sentie comment dire, méprisés par les Européens qui ne l'ont pas associé à la conférence de Munich. Les Européens de l'Ouest n'ont pas donné une assurance qu'en cas d'attaque de l'Allemagne, on viendra à son secours, et c'est pour ça qu'ils se sont alliés avec Hitler. Parce que tu parles de ce livre, je voudrais remercier pour un moment de détente Madame Pétourlian, qui est une des piliers de notre association, qui m'a offert ce livre avec une dédicace de Gafencu, qui a été donnée à un des... À mon frère. À votre frère. Voilà. Donc Testus était le frère de... voilà, avec cette dédicace. Ah oui, d'accord. Préliminaire de la guerre à l'Est. Ah oui, voilà. Très bien relié. Hein. Très bien. Ah oui, en quelle année vous... Ah si, 46. Auto 46, pareil. Après la guerre. Après la guerre, oui, juste après la guerre. Ouais, non, c'est vraiment le premier livre sur cette histoire, parce qu'il a vécu en URSS, quand il était ambassadeur, donc il a des informations de première main. Donc, deuxième partie, Gafencu donc part en Suisse parce qu'il a compris que la situation était inextricable. Qu'elle était inextricable. Il va en Suisse, et puis il découvre qu'il y a des structures d'accueil et de solidarité. Parmi les réfugiés, les exilés, on ne sait pas comment les appeler, de tous les pays d'Europe. Il y a des Français, il y a des Roumains, il y a des Allemands même, il y a des Autrichiens, il y a des Hongrois, il y a des Bulgares aussi, tous ceux qu'insupporte l'ordre nazi. Il y a des possibilités d'expression, ça a été assez ignoré en fait, que la Suisse a été un lieu d'accueil, même si c'était dangereux pour elle, parce qu'il y a les Allemands qui veillaient sur elle et qui menaçaient de l'envahir. Donc elle a quand même pris des risques, la Suisse. Et notamment la LUF, librairie universitaire de Fribourg, dont j'ai parlé, point de rencontre de la future élite européenne, notamment, politique intellectuelle. Par exemple, Gafencu se lie avec Pierre Jean Joux, et c'est lui d'ailleurs qui va relire et corriger son premier livre. Pierre Jean Joux, c'est un grand poète français. Hein, il s'appréciait en tant que porteur d'une culture aussi française, hein, francophone.
qui crée un lien supplémentaire. Et je citerai Pierre-Jean Jouve, qui était engagé contre le nazisme très tôt, qui a écrit notamment cette Ode au peuple, et c'est contre le nazisme. Hein. Un peu de poésie. Dieu, même si c'est difficile, douloureux, Dieu souffre, la face humaine est offensée par le gorille à la casquette noire, c'est-à-dire Hitler. Dieu souffre et la face humaine est offensée. La bête de la mer et la bête de fer, hitlérienne. Et le chiffre 666, donc l'Apocalypse, à son front, elle avance contre vos cœurs, adieu aux armes. Mars 1939. Donc on voit dans quel état d'esprit se trouvent ces gens-là. La Suisse, oui, c'est un peu entre les belligérants. C'est une période pas connue de Gafenkou. Voilà. Et donc, par exemple, moi j'ai fait l'histoire dans mon bouquin sur Henri Freinet. Henri Freinet, qui était le fondateur du mouvement Combat en France, le plus grand mouvement de résistance, et qui souhaitait développer donc la résistance des Français à la fois au vichisme et puis à l'occupant. Et pour cela, il fallait des moyens, il fallait des liens avec l'extérieur, et c'était la Suisse. C'était la Suisse. Et c'est comme ça d'ailleurs que Freinet va rencontrer Gafenkou. Même si Freinet il ne séjourne pas en Suisse longtemps, il fait quelques sauts de puce. Mais c'est dans cette atmosphère des exilés européens en Suisse que se développent des liens qu'on retrouvera par la suite. Freinet va créer l'Union européenne des fédéralistes, le seul mouvement vraiment fédéraliste, fédéraliste au sens de fédéraliste, pas unioniste comme Churchill, fédéraliste, l'UEF, Union européenne des fédéralistes. Freinet va être le premier président, et Gafenkou, malheureusement à la fin de sa vie, va être président du comité central, vous voyez, en 1956. Donc des liens très forts se créent à ce moment-là, et c'est comme ça que moi j'ai rencontré dans mes archives Gafenkou. Donc il faut nouer des contacts avec les résistances européennes, obtenir du financement, du matériel, bref, et puis exprimer un point de vue, si possible, européen. Et oui, et voici Henri Freinet qui est là, pardon, ici, là, très jeune, très brillant, il est ministre du général de Gaulle, dans le groupe, dans le GPRF, gouvernement provisoire de la République française, puis après, le général de Gaulle, et puis bon, les ministres de cette époque. Quelqu'un de très ambitieux, dans le bon sens du terme, qui a pris des risques immenses. Sa maîtresse est Pygmalion, parce que en fait c'est une biographie que j'ai fait sur Henri Freinet, et je démontre que c'est une femme qui l'a fait naître à la géopolitique et au combat. Et cette femme, grande féministe, s'appelle Bertie Albrecht. Bertie Albrecht, A-L-B-R-E-C-H-T, un grand féministe qui malheureusement va se suicider pour ne pas parler en 1943, parce qu'elle est entrée dans la résistance et elle va malheureusement y laisser sa vie. Donc c'est quelqu'un qui a conscience de l'enjeu européen, dès avant la guerre d'ailleurs, parce que ils ont créé une structure d'aide aux réfugiés anti-nazis dès 1938, 37-38. Donc Henri Freinet a bien conscience de ça. Et il va créer un parti, peut-être un des partis politiques les plus pro-européens de la France de la Libération, qui est l'UDSR, Union démocratique et socialiste de la résistance. Petit parti, mais important dans la quatrième, un parti avec plein de jeunes talents qui vont pouvoir se développer. Et je ne manque pas au plaisir de vous montrer cette photo. Ça, c'est une photo inédite. C'est une photo inédite qu'un ami m'a donnée, qui connaissait bien Henri Freinet. Là, donc on est en 1946. Henri Freinet, le voilà, un personnage charismatique. Peut-être qu'il incarne l'avenir politique de la France. Il est très jeune, il est ministre des prisonniers, déportés et réfugiés, c'est important, puisqu'il y a des millions de Français qui sont à l'extérieur. Donc c'est un boulot d'enfer, il va prendre des coups, et notamment de la part du Parti communiste d'ailleurs. Et puis, est-ce que vous arrivez à identifier le monsieur qui est là? Oui. Voilà, François Mitterrand. François Mitterrand, c'est une photo inédite, regarde son maître. Jeune, il est tout jeune à l'époque. Hein. Il regarde son maître, Mitterrand n'est rien à l'époque, hein, encore. Il regarde et voilà, c'est ça Freinet. C'est ça Freinet. Et chez Mitterrand, il y aura toujours une
dimension européenne. On l'a vu au moment de Maastricht, par exemple. Maastricht, beaucoup de gens de son camp étaient hostiles. Et beaucoup de gens de droite étaient favorables à sa thèse, en fait. Il y avait peut-être plus de gens de droite, mais je ne sais pas. Mais, et voilà, ça c'est la question de Maastricht, ça a dépassé les clivages gauche-droite. Donc voilà, Freinet, c'est pas n'importe qui. Hein, et les hommes qu'il a laissés dans cette délégation suisse de la résistance française vont avoir des liens avec Gafenkou. Il y a un vivier pro-européen. Donc vous voyez, c'est le livre que j'ai écrit, donc, qui s'appelle L'affaire suisse. Hein, on voit Henri Freinet et Jean Moulin, puisque ils vont se heurter, en fait, c'est l'histoire aussi de ça. Et puis ma HDR, donc mon habilitation, Henri Freinet de la résistance à l'Europe. Et puis, et ça c'est ce que j'ai découvert en travaillant sur cette conférence, en fait, c'est que il y a un monsieur très important en Suisse. C'est un Américain. Il s'appelle Alain Delos. Il a vécu à Paris, une partie de sa vie, pas longtemps, mais une partie. Il connaît bien l'élite européenne, maîtrise de français. Et il est envoyé par Roosevelt, donc, comme représentant des premiers services spéciaux secrets américains, qu'on appelait OSS. Alors, on connaît le titre, le sigle, mais on ne connaît pas le sens, c'est Office of Strategic Services. Ça va devenir la CIA après la guerre. C'est créé en 1942. Et il arrive, dès novembre 1942, Alain Delos, en Suisse. Et Gafenkou va le rencontrer et ils vont s'apprécier. Pour les Américains, c'est une fenêtre de renseignement sur l'Allemagne et les pays occupés, bien sûr. C'est une base pour agir sur les résistances européennes, en donnant de l'argent, ce qui sera reproché à Henri Freinet, d'ailleurs, parce que il se trouve que les Américains n'étaient pas pro-gaullistes à l'époque. Hein, donc, bon. Voilà. Mais il a des liens avec la Hongrie, la Roumanie en particulier. C'est un moyen de pression sur la politique helvétique. Et c'est, par exemple,